Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous littéraire nocturne quotidien préféré sur D8. Vous êtes avec moi jusqu'aux toutes premières lueurs du jour et cette nuit je vous propose de continuer la lecture d'un roman de cap et d'épée, probablement l'un des plus connus de la littérature française, vous l'avez deviné, il s'agit des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Une œuvre qui, en fait, nous raconte tout simplement les aventures de notre personnage principal. Il s'agit d'un jeune Gascon qui a à peu près une vingtaine d'années, qui s'appelle D'Artagnan et qui quitte son sud-ouest natal pour venir faire carrière à Paris dans le corps des mousquetaires. Là, il va se lier d'amitié avec trois autres mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qui sont en fait donc des mousquetaires du roi Louis XIII. Et ensemble, à quatre, ils vont donc tenter de déjouer l'opposition, enfin, c'est-à-dire le pouvoir de l'époque qui appartenait au Premier ministre, le cardinal de Richelieu, à travers donc ces deux agents. Les agents du cardinal, qui sont le comte de Rochefort et un autre personnage, une jeune femme assez mystérieuse au passé trouble, apparemment décrit comme très belle, qui s'appelle Milady de Winter. Tout cela dans le but en fait de sauver la couronne, enfin en tout cas l'honneur de la reine de France qui était Anne d'Autriche à l'époque. Donc je m'apprête à reprendre tout de suite la lecture. On en est au moment où il commence à intégrer donc en fait l'équipe avec les trois autres mousquetaires et donc l'intrigue se poursuit. D'ici là, n'oubliez pas également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe. Il vous suffit de taper #VBN, ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. Mais pour tout de suite, eh bien, place à la lecture. Très belle nuit à vous tous sur D8. D'Artagnan n'était pas assez niais pour ne point s'apercevoir qu'il était de trop. Mais il n'était pas encore assez rompu aux façons du beau monde pour se tirer galamment d'une situation fausse comme l'est, en général, celle d'un homme qui est venu se mêler à des gens qu'il connaît à peine et à une conversation qui ne le regarde pas. Il cherchait donc en lui-même un moyen de faire sa retraite, le moins gauchement possible, lorsqu'il remarqua qu'Aramis avait laissé tomber son mouchoir. Et par mégarde, sans doute, avait mis le pied dessus. Le moment lui parut arrivé de réparer son inconvenance. Il se baissa, et de l'air le plus gracieux qu'il put trouver, il tira le mouchoir de dessous le pied du mousquetaire, quelques efforts que celui-ci fit pour le retenir, et lui dit en lui remettant « Je crois, monsieur, que voici un mouchoir que vous seriez fâché de perdre. » Le mouchoir était en effet richement brodé et portait une couronne et des armes à l'un de ses coins. Aramis rougit excessivement et arracha plutôt qu'il ne prit le mouchoir des mains du Gascon. « Ah ah !» s'écria un des gardes, « diras-tu encore, discret Aramis, que tu es mal avec Madame de Bois Tracy, quand cette gracieuse dame a l'obligeance de te prêter ses mouchoirs. » Aramis lança à D'Artagnan un de ces regards qui font comprendre à un homme qu'il vient de s'acquérir un ennemi mortel. Puis, reprenant son air doucereux, « Vous vous trompez, messieurs, dit-il, ce mouchoir n'est pas à moi, et je ne sais pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous, et la preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien dans ma poche. » À ces mots, il tira son propre mouchoir fort élégant aussi, et de fine batiste, quoique la batiste fût chère à cette époque, mais mouchoir sans broderie, sans armes, orné d'un seul chiffre, celui de son propriétaire. Cette fois, D'Artagnan ne souffla pas mot. Il avait reconnu sa bévue, mais les amis d'Aramis ne se laissèrent pas convaincre par ses dénégations, et l'un d'eux, s'adressant au jeune mousquetaire avec un sérieux affecté. « Si cela était, dit-il, ainsi que tu le prétends, je serais forcé, mon cher Aramis, de te le redemander.
car comme tu le sais, Bois-Tracy est un de mes intimes et je ne veux pas qu'on fasse trophée des effets de sa femme. Tu demandes cela mal, répondit Aramis, et tout en reconnaissant la justesse de ta réclamation, quant au fond, je refuserai à cause de la forme. Le fait est, hasarda timidement d'Artagnan, que je n'ai pas vu sortir le mouchoir de la poche de monsieur Aramis. Il avait le pied dessus, voilà tout, et j'ai pensé que puisqu'il avait le pied dessus, le mouchoir était à lui. « Et vous vous êtes trompé, mon cher monsieur, » répondit froidement Aramis, peu sensible à la réparation. Puis, se retournant vers celui des gardes qui s'était déclaré l'ami de Bois-Tracy. « D'ailleurs, continua-t-il, je réfléchis, mon cher intime de Bois-Tracy, que je suis son ami, non moins tendre que tu peux l'être toi-même, de sorte qu'à la rigueur, ce mouchoir peut aussi bien être sorti de ta poche que de la mienne. »« Non, sur mon honneur, s'écria le garde de Sa Majesté. Tu vas jurer sur ton honneur et moi sur ma parole. Et alors il y aura évidemment un de nous deux qui mentira. Tiens, faisons mieux, Montaran. Prenons-en chacun la moitié. Du mouchoir ? Oui. Parfaitement, s'écria les deux autres gardes. Le jugement du roi Salomon. Décidément, Aramis, tu es plein de sagesse. Les jeunes gens éclatèrent de rire et, comme on le pense bien, l'affaire n'eut pas d'autre suite. Au bout d'un instant, la conversation cessa et les trois gardes et le mousquetaire, après s'être cordialement serré la main, tirèrent les trois gardes de leur côté et Aramis du sien. Voilà le moment de faire ma paix avec ce galant homme, se dit à part lui d'Artagnan qui s'était tenu un peu à l'écart pendant toute la dernière partie de cette conversation. Et sur ce bon sentiment, se rapprochant d'Aramis qui s'éloignait sans faire autrement attention à lui. « Monsieur, lui dit-il, vous m'excuserez, je l'espère. »« Ah, monsieur, interrompit Aramis, permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire. »« Quoi, monsieur ?» s'écria d'Artagnan. « Vous supposez ? Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un sot et que vous avez bien, quoique arrivant de Gascogne, qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs de poche. Que diable ! Paris n'est point pavé en bassiste. Monsieur, vous avez tort de chercher à m'humilier, dit d'Artagnan, chez qui le naturel querelleur commençait à parler plus haut que les résolutions pacifiques. Je suis de Gascogne, c'est vrai, et puisque vous le savez, je n'aurai pas besoin de vous dire que les Gascons sont un peu endurants, de sorte que lorsqu'ils se sont excusés une fois, fût-ce d'une sottise, ils sont convaincus qu'ils ont déjà fait moitié plus qu'ils ne devaient faire. Monsieur, ce que je vous en dis, répondit Aramis, n'est point pour vous chercher une querelle. Dieu merci. Je ne suis pas un spadassin et n'étant mousquetaire que par intérim, je me bats que lorsque j'y suis forcé et toujours avec une grande répugnance. Mais cette fois l'affaire est grave, car voici une dame compromise par vous. Par nous ? C'est-à-dire, s'écria d'Artagnan. Pourquoi avez-vous eu la maladresse de me rendre le mouchoir ? Pourquoi avez-vous eu celle de le laisser tomber ? Je l'ai dit et je le répète, monsieur, que ce mouchoir n'est point sorti de ma poche. Eh bien, vous en avez menti 2 fois, monsieur, car je l'en ai vu sortir, moi. Ah, vous le prenez sur ce ton, monsieur le Gascon, eh bien, je vous apprendrai à vivre. Et moi, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. Dégainez, s'il vous plaît, et à l'instant même. Non pas, s'il vous plaît, mon bel ami, non pas ici, du moins. Ne voyez-vous pas que nous sommes en face de l'hôtel d'Aiguillon, lequel est plein de créatures du cardinal, qui me dit que ce n'est pas son éminence qui vous a chargé de lui procurer ma tête. Or, j'y tiens ridiculement à ma tête. Attendu qu'elle me semble aller assez correctement à mes épaules, je veux donc vous tuer. Soyez tranquille, mais vous tuer tout doucement dans un endroit clos et couvert, là où vous ne puissiez vous vanter de votre mort à personne. Je le veux bien, mais ne vous y fiez pas. Et emportez votre mouchoir, qu'il vous appartienne ou non, peut-être aurez-vous l'occasion de vous en servir. Monsieur est gascon ? Demanda Aramis. Oui,
Monsieur ne remet pas un rendez-vous par prudence. La prudence, monsieur, est une vertu assez inutile aux mousquetaires, je le sais, mais indispensable aux gens d'église. Et comme je ne suis mousquetaire que provisoirement, je tiens à rester prudent. À 2 heures, j'aurai l'honneur de vous attendre à l'hôtel de Monsieur de Tréville, et là, je vous indiquerai les bons endroits. Les 2 jeunes gens se saluèrent, et puis Aramis s'éloigna en remontant de la rue qui remontait au Luxembourg. Tandis que d'Artagnan, voyant que l'heure s'avançait, prenait le chemin des Carmes des Chaux, tout en disant à part soi. Décidément, je n'en puis pas revenir. Mais au moins, si je suis tué, je serai tué par un mousquetaire. Chapitre 5. Les mousquetaires du roi et les gardes de Monsieur le cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos, sans amener de second résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel, ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre, quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli. Vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, où notre lecteur a déjà dû remarquer que d'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucement, comme un autre moins courageux et moins modéré qui lui fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand peur. Et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez d'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avait déposé dans son cœur les conseils de son père. Conseils dont la substance était ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de Monsieur de Tréville. Il vola donc plutôt qu'il ne marcha vers le couvent des Carmes des Chaussées, ou plutôt des Chaux dont on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres bordés de prés arides, succursale du pré au clair, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque d'Artagnan arriva en vue du petit train, vague, qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement et midi sonnait. Il était donc ponctuel comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de Monsieur de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. À l'aspect de d'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de second, mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent, ce n'est pas leur habitude. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit d'Artagnan.
car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que Monsieur de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que Monsieur de Tréville ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. »« Ah, ça. Mais, continua Athos, parlant moitié à lui-même, moitié à d'Artagnan, « ah ça, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. » « Mais pas trop, monsieur, répondit d'Artagnan avec un salut qui ne manquait pas de dignité. « Pas trop, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. »« Très incommodé, sur ma parole, et vous m'avez fait un mal du diable, je dois le dire, mais je prendrai la main gauche. C'est mon habitude en pareille circonstance. Ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce. Je tire proprement mes deux mains. Il y aura même des avantages pour vous. Un gaucher est très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. »« Vous êtes vraiment, monsieur, dit d'Artagnan, en s'inclinant de nouveau d'une courtoisie dont je vous suis on ne peut plus reconnaissant. »« Vous me rendez confus, répondit Athos avec son air de gentilhomme. « Causons donc d'autre chose, je vous prie, à moins que cela ne vous soit désagréable. »« Ah, sangbleu, que vous m'avez fait mal, l'épaule me brûle. Si vous vouliez permettre, dit d'Artagnan avec timidité. »« Quoi, monsieur ? Eh bien, j'ai un baume miraculeux pour les blessures, un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. »« Eh bien ? Eh bien, je suis sûre qu'en moins de 3 jours, ce baume vous guérirait. Et au bout de 3 jours, quand vous serez guéri, eh bien, monsieur, ce me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. » D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie, sans porter aucunement atteinte à son courage. « Pardieu, monsieur, dit Athos, voici une proposition qui me plaît. Non pas que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. C'est ainsi que parlait et faisait ses preuves du temps de Charlemagne sur lesquelles tout cavalier doit chercher à se modeler. Malheureusement, nous ne sommes plus au temps du grand empereur. Nous sommes au temps de monsieur le cardinal, et d'ici à 3 jours, on saurait, si bien gardé que soit le secret, on saurait, dis-je, que nous ne devons nous battre et que l'on s'opposerait à notre combat. Ah, ça, mais ces flâneurs ne viendront donc pas. Si vous êtes pressé, monsieur, dit d'Artagnan à Athos avec la même simplicité qu'un instant auparavant, il lui avait proposé de remettre le duel à 3 jours. Si vous êtes pressé et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, eh bien, ne vous gênez pas, je vous en prie. Voilà encore un mot qui me plaît, dit Athos, en faisant un gracieux signe de tête à d'Artagnan. Il n'est point d'un homme sans cervelle et il est à coup sûr d'un homme de cœur. Monsieur, j'aime les hommes de votre trempe, et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un et l'autre, j'aurai plus tard un vrai plaisir dans votre conversation. Attendons ces messieurs, je vous prie, j'ai tout le temps. Et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. En effet, au bout de la rue de Vaugirard, commençait à apparaître le gigantesque Porthos. « Quoi » s'écria d'Artagnan. « Votre premier témoin est monsieur Porthos ?»« Oui, cela vous contrarie-t-il ?»« Non, aucunement. » Et voici le second. D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. « Quoi » s'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. « Votre second témoin est monsieur Aramis. » Eh bien, sans doute, ne savez-vous pas qu'on ne vous voit jamais l'un sans l'autre et qu'on nous appelle dans les mousquetaires et dans les gardes à la cour et à la ville. Athos, Porthos et Aramis, ou les 3 inséparables. Après cela, comme vous arrivez de Dax ou de Pau, de Tarbes, dit d'Artagnan. Il vous est permis d'ignorer ce détail, dit Athos. Ma foi, dit d'Artagnan, vous êtes bien nommés, messieurs, et mon aventure, si elle est quelque bruit, trouvera du moins que votre union n'est point fondée sur les contrastes.
Pendant ce temps, Porthos s'était rapproché et avait salué de la main Athos. Puis, se retournant vers D'Artagnan, il était resté tout étonné. Disons en passant qu'il avait changé de baudrier et quitté son manteau. « Ah, fit-il, mais qu'est-ce que cela ?»« C'est avec monsieur que je me bats, dit Athos, en montrant de la main D'Artagnan et en le saluant du moindre geste. « C'est avec lui que je me bats aussi, dit Porthos. « Mais à une heure seulement, répondit D'Artagnan. « Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats, dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain. » « Mais à 2 heures seulement, fit D'Artagnan avec le même calme. « Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos ?» demanda Aramis. « Ma foi, je ne sais pas trop, il m'a fait mal à l'épaule, et toi, Porthos ?»« Ma foi, je me bats parce que je me bats, répondit Porthos en rougissant. Athos, qui ne perdait rien, vit passer un fin sourire sur les lèvres du Gascon. « Nous avons eu une discussion sur la toilette, dit le jeune homme. « Et toi, Aramis ?» demanda Athos. « Moi, je me bats pour cause de théologie, répondit Aramis, tout en faisant signe à D'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel. Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de D'Artagnan. « Vraiment, dit Athos. « Oui, un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, dit le Gascon. »« Décidément, c'est un homme d'esprit, murmura Athos. »« Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit D'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes excuses. » À ce mot d'excuse, un nuage passa sur le front d'Athos. Un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos et un signe négatif fut la réponse d'Aramis. « Vous ne me comprenez pas, messieurs, dit D'Artagnan, en relevant la tête sur laquelle jouait en ce moment un rayon de soleil qui en dorait les lignes fines et hardies. Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais vous payer ma dette à tous trois, car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance. Monsieur Porthos. Et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde. » À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan tira son épée. Le sang était monté à la tête de D'Artagnan, et dans ce moment, il eût tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume, comme il venait de faire contre Athos, Porthos et Aramis. Il était 12:15. Le soleil était à son zénith. L'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se trouvait exposé à toute son ardeur. « Il fait très chaud, dit Athos, en tirant son épée à son tour. Et cependant, je ne saurais ôter mon pourpoint, car tout à l'heure encore, j'ai senti que ma blessure saignait, que je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même. »« C'est vrai, monsieur, dit D'Artagnan, et tiré par un autre ou par moi, je vous assure que je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme. Je me battrai donc en pourpoint comme vous. Voyons, dit Porthos, assez de compliments comme cela. Et songez que nous attendons notre tour. Parlez pour vous seul, Porthos. Quand vous aurez à dire de pareilles incongruités, interrompit Aramis. Quant à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien, dites et tout, à fait digne de deux gentilshommes. Quand vous voudrez, monsieur, dit Athos en se mettant en garde. J'attendais vos ordres, dit D'Artagnan en croisant le fer. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence, commandée par monsieur de Jussac, se montra à l'angle du couvent. Les gardes du cardinal s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. « L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau, dit-il. » Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leur intention. « Holà !» cria Jussac, en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Holà, mousquetaires! Alors on se bat donc ici. Et les édits, qu'en faisons-nous ?»« Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes, dit Athos, plein de rancune, car Jussac était l'un des agresseurs de l'avant-veille. Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, que
nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. » « Messieurs, dit Jussac, c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir, avant tout, rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. » « Monsieur, dit Aramis, parodiant Jussac, ce serait avec un grand plaisir que nous obéirons à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Mais, malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. Passez donc votre chemin. C'est ce que vous avez de mieux à faire. » Cette raillerie exaspéra Jussac. « Nous vous chargerons donc, dit-il, si vous désobéissez. »« Ils sont 5, dit Athos, à demi-voix, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparerai pas vaincu devant le capitaine. » Alors, Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant, les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à d'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un des événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le, à sa louange, il n'hésita point une seconde, se tournant donc vers Athos et ses amis. « Messieurs, dit-il, je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. »« Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos. »« C'est vrai, répondit d'Artagnan. Je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. »« Écartez-vous, jeune homme, cria Jussac, qui sans doute à ses gestes et à l'expression de son visage avait deviné le dessein de d'Artagnan. Vous pouvez vous retirer, nous y consentons. Sauvez votre peau. Allez, vite. » D'Artagnan ne bougea point. « Décidément, vous êtes un joli garçon, dit Athos, en serrant la main du jeune homme. « Allons, allons. Prenons un parti, reprit Jussac. Voyons, dirent Porthos et Aramis. Faisons quelque chose. Monsieur est plein de générosité, dit Athos. Mais tous trois pensaient à la jeunesse de d'Artagnan et redoutaient son inexpérience. Nous ne serons que 3, dont un blessé, plus un enfant, reprit Athos. Et l'on n'en dira pas moins que nous étions 4 hommes. Oui, mais reculez, dit Porthos. C'est difficile, reprit Athos. D'Artagnan comprit leur irrésolution. Messieurs, essayez-moi toujours, dit-il, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus. Comment vous appelle-t-on, mon brave? Dit Athos. D'Artagnan, monsieur. Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan, en avant, cria Athos. Eh bien, voyons, messieurs, vous décidez-vous à vous décider, cria pour la 3e fois Jussac. C'est fait, messieurs, dit Athos. Et quel parti prenez-vous demanda Jussac. Nous allons avoir l'honneur de vous charger, répondit Aramis en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre. Ah, vous résistez, s'écria Jussac. Sans Dieu, cela vous étonne? Et les 9 combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal, Porthos eut Biscarat et Aramis se vit en face de 2 adversaires. Je vous propose donc de poursuivre cet épisode lors d'une prochaine lecture. C'est fini pour l'heure, mais on se retrouve très très bientôt pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas, je vous réinvite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, c'est facile. Il vous suffit de taper #VBN, ça s'affiche juste là en bas de l'écran. Vous pouvez également aller sur le site de la chaîne pour nous revoir en replay www.d8.tv. Quant à moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Une très belle nuit à toutes et à tous sur D8.